Bonjour les latinistes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un philosophe que tout le monde connaît, Aristote. Aristote est un philosophe grec de l'Antiquité. Il est né dans une petite maison à Stagyre en Macédoine en 384 ACN. Il était un petit garçon très intelligent qui suivait les cours de Platon à Athènes. Ils auront une admiration réciproque. Il quittera Athènes à la mort de son professeur. Il rejoindra Assos dans l'actuelle Turquie, puis se rendra à Pella en Macédoine. De 342 à 340 ACN, il sera le précepteur d'Alexandre le Grand. Son rôle est de s'assurer de sa bonne éducation et de son instruction. Il s'attachera rapidement à cet enfant issu de famille noble. Il reviendra par la suite à Athènes lorsque son élève devient roi de Macédoine. Là-bas, il fondera en 335 ACN l'école philosophique nommée l'école péripatéticienne. Alexandre le Grand mourut en 323 ACN. Aristote n'a donc plus personne pour se protéger des anti-macédoniens. Ces personnes sont contre l'occupation du reste de la Grèce par la Macédoine. Il l'accuse d'être favorable à cette région. Il sera malheureusement obligé de quitter Athènes pour se rendre à Eubée. Il restera seul, Abandonné, triste, accablé par son destin. puis il meurt. Ne nous laissons pas abattre par cette terrible nouvelle. Rappelons-nous plutôt ce qu'il a accompli. Penchons-nous tout d'abord sur son école au nom bizarre. Ne vous inquiétez pas, vous ne vous trompez pas. L'appellation des prostituées a les mêmes origines que ce nom. Ils viennent tous les deux du grec signifiant qui aime marcher. Nous supposons que vous avez tous fait le lien avec les prostituées. Pour l'école, ils ont choisi ce nom puisque Aristote avait l'habitude d'y enseigner en marchant avec ses élèves. Les élèves y apprenaient l'art de la guerre, Les mathématiques la philosophie. et en particulier l'aristotélisme. Aristote y donnait deux types de cours, Celui du matin, ésotérique, c'est-à-dire pour les disciples avancés, et celui du soir, exotérique. réservés aux élèves non initiés. Son enseignement reposait surtout sur la logique et l'observation de la nature. Cette merveilleuse école a continué même après la mort d'Aristote, même si par après elle déclina et l'influence d'Aristote se perdit. Mise en situation. Fermez les yeux. Imaginez. Vous êtes à présent les élèves non initiés de l'école péripatéticienne. Vous avez l'immense chance de participer à un cours d'Aristote. Au programme du jour, nous allons parler de... Attendez! Aristote a fait un malaise. Il ne peut pas donner cours. Nous allons laisser la place à Maëlus et Manenus, ses remplaçantes, surnommées les M&M's philosophiques. Nous voilà! Bon c'est parti. Comme vous le savez déjà, Aristote a été l'élève du défunt Platon. Il est donc d'accord avec lui sur le fait que la connaissance doit être utile et universelle. Mais aussi que l'âme est immortelle et que les corps célestes sont divins. Il s'oppose tout de même à une partie de ses idées. Par exemple, selon Platon, il existe deux mondes, celui du concret et celui des idées. Mais Aristote les regroupe en un seul. Ce monde est celui dans lequel nous vivons, Aristote veut essayer de le comprendre. et s'intéresse donc à toutes sortes de domaines. La biologie, La physique, la métaphysique, la logique, la poésie, la politique la rhétorique. et un peu d'économie. Pour ce faire, il divise le savoir en 3 domaines distincts. L'art, la morale et la science. Par contre, il lie la politique et la religion, et pour lui, la meilleure société ne peut être que démocrate. Selon Aristote, la philosophie est à la fois la recherche du savoir, le questionnement sur le monde et la science. Aristote réfléchit beaucoup à l'être humain. Beaucoup. Oui, beaucoup. Et à son rapport avec la nature. Achever un acte est ce qui apporte du bonheur à l'homme et le rend parfait aux yeux d'Aristote. Pour Aristote, le bien suprême surpasse les biens particuliers qui ne sont que des moyens pour obtenir le bonheur. Attends, c'est quoi le bien suprême? Justement, on ne sait pas, sa signification est subjective. Pour Aristote, il y a 3 caractéristiques non matérielles du bonheur. L'autosuffisance, Puisque le bonheur se suffit à lui-même. l'achèvement Une fois atteint, on ne peut plus le dépasser. et son caractère fonctionnel. C'est-à-dire qu'il nous apporte quelque chose. Si on est pauvre, il est beaucoup plus difficile d'atteindre le bonheur. Il faut donc un minimum de biens matériels. Cependant, le bonheur en lui-même n'est pas un bien. Et une citation le dit très bien.
On ne possède pas le bonheur, on le vit. L'acte qu'il faut faire pour atteindre ce bonheur dépend de chacun selon la personnalité. Il est donc subjectif. Il existe aussi le bonheur diva qui est supérieur au bonheur suprême. Il est ressenti pendant une activité intellectuelle et non pas à la fin lorsque le but est atteint. Par exemple, lors d'un exercice de mathématiques, c'est pendant que vous le résolvez que vous devez être heureux, et non à la fin lorsque vous avez la solution. Si le bonheur divin s'effectue lors d'une activité intellectuelle, il est logique de conclure que selon Aristote, la pensée est l'acte le plus parfait. Le monde n'a jamais eu de commencement ni de fin. Il est éternel alors ? Oui, et il ne peut pas avoir été créé par Dieu. Pourtant, selon notre philosophe préféré, Dieu est l'être parfait. Il serait vivant, actif et pure intelligence. Pourquoi, avec autant de qualités, il n'aurait pas pu créer le monde ? Justement, notre monde est imparfait. Et Dieu étant parfait, il ne peut pas concevoir quelque chose d'imparfait. Pourquoi crois-tu que les arbres et les fleurs poussent vers le ciel ? Ah, parce qu'il tente vers la perfection. Bravo ! Mais attention, remarquons que Dieu ne peut en aucun cas être assimilé à une personne. Mais il a doté l'individu de libre arbitre. Libre quoi ? Libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de choisir de lui-même entre le bien et le mal, par exemple. Ah, et il peut utiliser cette liberté pour l'acte qui l'amènera au bonheur. Allez, passons aux choses sérieuses. Définissons la métaphysique. La quoi ? La métaphysique, ou philosophie première, comme Aristote l'appelle lorsqu'il l'invente. La métaphysique est la réflexion philosophique qui traite de la nature des choses. Je comprends rien. En gros, elle porte ce qui est au-delà de la nature, les êtres immatériels et invisibles, comme Dieu. Elle étudie l'abstrait, le surnaturel, tout en gardant un esprit philosophique. J'ai compris. Mais madame, pourquoi il réfléchit à tout ça ? C'est quoi son but à la fin ? Ah oui, il recherche la face cachée de l'organisation de la nature. C'est pour cela qu'il a classé les êtres humains en partant du principe que chaque être vivant a une âme, mais de nature différente. L'âme végétative pour les plantes, L'âme sensible pour les animaux. seul l'homme a une âme rationnelle. Aristote a aussi créé une échelle de la nature. Tout en bas se trouve la matière inanimée. Et au-dessus, l'homme, en passant par les plantes et les animaux. L'âme est ce qui permet à un corps de vivre. Je m'explique. La notion d'un corps sans âme est inconcevable. L'âme est la force motrice de tout être vivant. Il faut donc comprendre que l'âme n'est pas séparable d'un corps. Pendant son étude de la métaphysique, Aristote s'est penché sur l'ontologie. Quelqu'un sait ce que c'est ? L'ontologie s'interroge sur la signification du mot être. Exact. Le verbe être ayant beaucoup de sens différents, il existe de nombreuses façons d'être. Il est intéressant de souligner qu'Aristote a le mérite d'avoir découvert qu'il faut se placer du point de vue de l'être pour comprendre ce qui nous entoure. Manonous. Aristote nous a demandé de faire une parenthèse sur la catharsis. Ah, on va faire court. C'est d'Aristote que nous vient notre vision de la catharsis. Il la voyait comme un moyen de purification des sentiments inavouables grâce à l'art. En effet, lorsque vous allez voir une tragédie au théâtre, vous pouvez vous identifier aux personnages qui ressentent des mauvaises passions punis par le destin. Vous êtes donc libérés, délivrés de vos sentiments éprouvés. Abordons maintenant le syllogisme qu'a développé Aristote. C'est en réalité une méthode de raisonnement scientifique. Illustrons d'un exemple avant d'expliquer. Tous les oiseaux ont des plumes. Les perroquets sont des oiseaux. Donc, tous les perroquets ont des plumes. CQFD. Le raisonnement contient 3 propositions. La majeure, la mineure et la conclusion. Mais attention, son ordre est très important. Si l'on dit « tous les perroquets ont des plumes », tous les oiseaux ont des plumes, alors tous les oiseaux sont des perroquets. C'est faux. Aristote utilise aussi le plan dialectique, basé sur la construction thèse, antithèse, synthèse. La thèse. Elle défend un certain point de vue grâce à des arguments. L'antithèse. Elle apporte des arguments opposés à ceux énoncés dans la thèse. La synthèse. Elle est la conclusion de la confrontation entre la thèse et l'antithèse.
et substance. J'ai rien compris à ce truc. C'est simple, enfin, plus ou moins. Aristote considère que les objets existent grâce à leur forme et leur matière. Il dit que les choses ne sont pas simplement la matière qui les compose, mais aussi leur forme. Exemple. Vous voulez faire construire votre maison et appeler un entrepreneur qui apporte les matériaux nécessaires. Il vous montre les matériaux en disant « Voilà ta maison !» Ha, ha, ha. Les matériaux ne sont pas la maison. Celle-ci exige qu'ils soient assemblés selon une certaine forme. C'est grâce à cette forme que la maison sera une maison. Mais pour faire la forme, il faut obligatoirement les matériaux. C'est tout pour nous. Merci de nous avoir écoutés avec tant de... Avec tant d'attention. Pas Retournons à notre dégustation de M&M's. Ave Maelus et Manonus. À sa mort, sa philosophie est oubliée, et ce, durant quelques siècles. Il faudra attendre la fin de l'Antiquité pour que l'on s'y réintéresse. La philosophie aristotélicienne est devenue, au XIIIe siècle, grâce à Thomas d'Aquin, la doctrine officielle de l'Église catholique. Elle devient alors la référence philosophique et scientifique de toute réflexion sérieuse. De là vont apparaître deux courants philosophiques, la scolastique et le thomisme, qui sont basés sur la philosophie d'Aristote. On a aussi découvert par la suite qu'Aristote a commis plusieurs erreurs dans ses œuvres. Il n'est pas doué celui-là. Surtout dans le domaine de la physique. Lorsqu'il affirmait que la Terre était immobile, que la vitesse de chute dépendait du poids de l'objet, ou que l'humain était composé de terre, d'air, de feu et d'eau. Cependant, il a quand même inspiré des scientifiques tels que Galilée, Newton et Darwin. De nos jours, les féministes accusent Aristote d'être sexiste et misogyne. Elles appuient leurs accusations sur le fait qu'Aristote donne aux hommes un rôle important dans la procréation et en politique. C'est n'importe quoi. Malgré tout, plus de 2300 ans après sa mort, Aristote reste l'un des hommes les plus influents que le monde ait connu. Voilà que s'achève ce tuto. Nous espérons vous en avoir appris un peu plus sur le grand et merveilleux Aristote. Ne l'oubliez pas trop vite, parce qu'il risque de réapparaître à notre cher examen de fin de rito.